Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire du cabinet d'avocats Benayoun. Je suis maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris et je suis avocat fiscaliste. Le cabinet intervient en fiscalité aussi bien en conseil qu'en contentieux et une bonne partie de notre activité est liée à la fiscalité internationale. Et donc, j'ai choisi aujourd'hui le thème de Dubaï et l'expatriation à Dubaï, notamment est-ce que Dubaï est un paradis fiscal ou un enfer fiscal? Alors, pourquoi parler de Dubaï aujourd'hui et on va dire au sens large les Émirats arabes unis? Parce que on a une véritable vague de départ vers cette destination de personnes qui ont des patrimoines importants et puis de personnes qui n'ont pas de patrimoine, et donc avec des sujets extrêmement différents, avec un attrait Dubaï paradis fiscal, mais il y a le revers de la médaille au regard de la France. On peut considérer que Dubaï peut être un enfer fiscal si on n'a pas pris les devants et si on ne s'est pas organisé. Donc, on va commencer par le principe très très simple, c'est que lorsqu'on va à Dubaï, on y va pour le soleil, mais aussi et beaucoup pour la manière de vivre et la fiscalité. Le principe pour y habiter, c'est relativement souple, il faut bénéficier d'un visa de résident et y résider au moins 183 jours. L'intérêt fiscal de Dubaï, c'est clair, c'est qu'il n'y a pas de fiscalité. Il n'y a pas de fiscalité dans le pays, donc absence d'impôt sur le revenu, absence d'impôt sur les sociétés. Et puis, on va avoir un régime de convention extrêmement particulier, puisque la convention qui a été signée entre la France et les Émirats arabes unis est extrêmement profitable pour cette destination. En effet, et on le voit aussi à travers de la convention avec le Qatar ou avec l'Arabie saoudite, on voit qu'il y a eu un certain nombre de négociations pour aboutir à des régimes de faveur. Donc, une fois que vous êtes là-bas, vous n'avez pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur les sociétés, et vous avez aussi une exonération de l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, que ce soit pour l'ISF auparavant ou l'IFI, on a un régime extrêmement particulier. Même si vous détenez des biens immobiliers en France pour une valeur supérieure à 1 300 000 euros, qui est le barème minimal de l'impôt sur la fortune immobilière, vous ne seriez pas redevable de cet impôt si vous justifiez que vous détenez un patrimoine immobilier supérieur aux Émirats arabes unis. Et donc, on arrive effectivement à des foyers fiscaux qui peuvent avoir des patrimoines extrêmement importants en France, sans pour autant être redevable de l'impôt sur la fortune. Puis, autre élément extrêmement particulier, et pour l'avoir regardé dans d'autres conventions signées par Dubaï, c'est relativement atypique. En tout cas, pour la France, c'est extrêmement atypique. Lorsque vous êtes propriétaire d'une société française, et cette société, on va dire propriétaire d'une PME française ou de titre d'une société française, lorsque vous distribuez des dividendes, normalement, le principe, c'est qu'on a une retenue à la source. Cette retenue à la source conventionnelle est généralement de 15 ou 10%. On va dire la France a quasiment que des retenues à 15. Dernièrement, on a des retenues à 10, notamment avec Singapour. Et puis, on a le cas des Émirats arabes unis où c'est zéro. Ça veut dire qu'une entreprise française, une fois qu'elle a payé son impôt société, le bénéfice va directement dans la poche du résident dubaïote sans payer d'autres impôts. Donc, on voit bien au travers de ces 4 points qu'on a un régime fiscal interne et qui a été négocié avec la France extrêmement favorable. Donc oui, ça ne fait aucun doute, Dubaï est un paradis fiscal. Les Émirats arabes unis sont un paradis fiscal où on a une absence quasi totale de fiscalité. Maintenant, une fois qu'on a dit ça,
L'erreur est de penser qu'il suffit de prendre sa valise, quitter la France, arriver aux Émirats, et puis on gagne de l'argent souvent via la France. Alors, je vise notamment les influenceurs et des personnes qui prennent pas le soin d'analyser la fiscalité, et on se retrouve dans un véritable enfer fiscal pour le coup, parce que on ne peut pas quitter un pays, on ne peut pas oublier les liens qui existent avec la France. Et notamment dans la convention fiscale franco-dubaïote avec les Émirats arabes unis, on a une disposition extrêmement importante qui est d'abord atypique, qui est la disposition de l'article 19.2. Lors de la signature de la convention fiscale du 19 juillet 1989, on a tout un pan de dispositions, on l'a vu tout à l'heure pour l'impôt sur la fortune, pour les retenues à la source concernant les dividendes, de non-imposition. Mais la France a souhaité quand même se protéger au regard d'une clause, de retour qui indique que lorsqu'une personne qui est résident des Émirats arabes unis ou qui est établie fiscalement et domiciliée en France au sens du droit interne, ou une filiale contrôlée directement à plus de 50%, les revenus de cette personne sont imposables en France, nonobstant toute autre disposition de la présente convention. Alors, je vous traduis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, indépendamment de tout ce qui est indiqué sur la convention, si une personne qui vit aux Émirats arabes unis remplit les conditions du droit interne, et notamment les conditions qu'on va voir de l'article 4B du Code général des impôts, même si elle vit à Dubaï, elle pourra être amenée à être considérée comme résident fiscal français. Et cette disposition est d'autant plus dangereuse que l'article 4B qui définit la résidence fiscale et donc l'imposition au regard de la France est un article très large. Il suffit de remplir une des conditions prévues par l'article 4B. Alors, elles sont extrêmement classiques. Première condition, les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Leur foyer, c'est notamment, on parle d'un foyer d'habitation. Lieu de séjour principal, ça veut dire qu'on va passer en France plus de 183 jours. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elle soit exercée à titre accessoire. Et enfin, et c'est cette disposition qui est extrêmement importante, celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Il faut bien savoir, dans l'analyse de la jurisprudence, et même dans l'analyse, dans les consultations que nous faisons, c'est relativement facile de contourner la durée du séjour et le foyer en France. Le centre des intérêts économiques, c'est une autre chose. Donc, si vous êtes un chef d'entreprise et que vous vous dites tout simplement, je prends ma famille, mes bagages, je vais vivre à Abu Dhabi ou à Dubaï et super, je ne paierai pas d'impôts, vous allez avoir rapidement un retour de bâton de l'administration fiscale française qui va vous dire vous êtes resté dirigeant, vous ne vivez que grâce aux revenus de source française, vous rentrez dans la catégorie du centre des intérêts économiques. Autre cas, c'est vous êtes marié, tout le monde vit en France et puis vous allez travailler à Dubaï, vous serez imposé en France comme un résident fiscal français. Donc, cette disposition qui est vraiment essentielle implique que lorsqu'on décide de partir aux Émirats arabes unis, on a besoin préalablement de faire une analyse. On ne peut pas partir du jour au lendemain en se disant je quitte la France, je deviens résident fiscal des Émirats arabes unis. Parce que, encore une fois, ce n'est pas parce que vous allez vivre à Dubaï ou à Abu Dhabi que votre fiscalité ne sera pas française. Alors, ça peut choquer et souvent mes clients ne comprennent pas lorsqu'on leur explique mais vous pouvez ne jamais venir en France et pour autant payer de l'impôt comme un résident fiscal français. Mais en jurisprudence, ça existe, c'est classique et c'est ce que veut dire cet article. Donc, on a un certain nombre de mécanismes qui peuvent être mis en place. Sur le fait de conserver ou pas la direction de sa propre entreprise,
sur le fait d'avoir une holding en France ou à l'étranger, sur le fait de transmettre à des enfants tout en conservant une partie du patrimoine en usufruit. Cette disposition ne signifie pas pour autant qu'il est impossible pour un Français de partir et qu'il soit toujours rattrapé par le fisc français. Mais ça nécessite vraiment une mise à plat. Souvent, on peut avoir, alors nous, en tout cas moi je demande, c'est soit la cession, soit la mise en location de l'ancienne résidence principale, faire attention au lieu de séjour, mais surtout organiser le centre des intérêts économiques. Donc, et on le voit bien dans la Convention parce qu'on a beaucoup de dispositions où on explique que, et c'est le cas par exemple de l'impôt sur la fortune, on va regarder quel est le patrimoine aux Émirats arabes unis et quel est le patrimoine en France. Et la notion de centre des intérêts économiques, lorsqu'on analyse la jurisprudence, c'est effectivement celle-ci, en termes de revenus et de patrimoine, aller comparer ce qu'on a dans les deux pays. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse et qu'on a mis en place un certain nombre de mécanismes ou de protection, on va passer à la démarche habituelle qui va être celle de regarder la problématique de l'exit tax et puis après du formalisme d'information de l'administration fiscale. Alors, pourquoi je vous parle de l'exit tax? Parce que Dubaï a un cas et les Émirats arabes unis sont un cas un peu particulier. Nous avons aux Émirats arabes unis, il n'y a pas de convention signée avec la France en matière de recouvrement. Et donc, lorsque vous allez souhaiter partir, si vous êtes redevable de l'exit tax, il faudra déposer votre dossier au moins 3 mois avant de quitter le sol français. Alors, dans quel cas on applique l'exit tax? Lorsque vous détenez plus de 50% d'une société, ou lorsque la participation dans la société a une valeur supérieure à 800 000 euros. Donc, si vous avez une société où vous avez 55%, vous devrez faire une déclaration préalable au titre de l'exit tax. Qu'est-ce que l'exit tax? Et à quoi sert l'exit tax? L'exit tax a pour but d'empêcher les personnes de quitter la France pour des motifs simplement fiscaux et donc d'éviter d'avoir une plus-value à payer en France. Donc, au jour de votre départ, on va évaluer les titres des sociétés qui rentrent dans les conditions de l'exit tax et on va calculer les plus-values latentes. Si on prenait un exemple, on dirait vous avez créé une société avec 50 000 euros il y a X années. Aujourd'hui, elle a une valeur d'1 50 000 euros. Votre plus-value latente est d'1 million. Donc, on va remplir un document pour expliquer l'historique de vos titres, expliquer que la plus-value latente est d'1 million d'euros, la calculer au taux actuel, on va dire à 30%, flat tax, ou selon la durée de détention des titres. Et puis, on va proposer à l'administration un sursis de paiement en donnant des garanties. À partir du moment où on donne des garanties, on a quasiment automatiquement le sursis de paiement. La garantie habituelle est le nantissement sur des titres de société. Ça ne coûte rien, c'est relativement faible et ça n'empêche pas, par exemple, des distributions de dividendes. Alors, c'est du vrai pur formalisme, mais ce mécanisme est essentiel parce que dans notre exemple, les 300 000 euros de plus-value à payer, si vous ne faites pas votre déclaration d'exit tax dans les délais et selon ce que je viens de vous expliquer, l'administration sera en droit de vous demander le paiement immédiat des 300 000 euros. Donc, bien faire attention que lorsqu'on part à Dubaï, on a une problématique d'exit tax et on ne se réveille pas la veille, mais au moins 3 mois avant. Et il m'arrive fréquemment d'avoir des dirigeants d'entreprise qui viennent me voir et qui m'expliquent, je m'en vais dans 15 jours et je leur dis non, si vous voulez partir, vous pouvez, mais en tout cas, vous ne partirez pas dans le cadre d'un changement de résidence fiscale, vous serez sur un déplacement professionnel ou familial, mais on ne pourra pas acter un transfert de domicile si vous ne respectez pas ce délai de 3 mois.
Élément important concernant le formalisme et les informations à respecter. Aujourd'hui, nous n'avons plus de quitus fiscal. C'est-à-dire, auparavant, lorsqu'on quittait la France, on allait voir les impôts. On leur expliquait, ben voilà, je quitte au 19 novembre. On vous faisait une évaluation de l'impôt, vous deviez le payer, puis on vous dit, on vous donne le quitus, vous êtes quitte avec l'administration fiscale, et puis l'année d'après, ils vous rappelaient le reliquat ou le delta d'imposition. Maintenant, ça n'existe plus parce qu'on s'est rendu compte que c'était plutôt une usine à gaz. Donc, normalement, vous allez informer l'administration fiscale dans la déclaration d'impôt qui suit. On prend le cas d'un départ au 18 novembre, vous allez informer l'administration fiscale au mois de mai 2022 en disant « Je suis parti vivre à Dubaï et donc au titre de l'année 2021, je vais faire 2 déclarations d'impôt. Une déclaration 2042 classique jusqu'au 19 novembre et puis une déclaration 2042 NR comme non-résident qui va aller du 19 novembre au 31 décembre. Si vous partez le 2 janvier, dans votre déclaration du mois de mai 2022, vous allez juste dire « j'ai changé de domicile, je suis passé par exemple de Paris, Marseille ou Lyon à Dubaï ou à Abu Dhabi ». Alors, moi, je préconise une information la plus en amont possible. D'abord, la première information sera dans le cadre de l'exit tax auprès du centre des non-résidents si vous avez des titres de société. Et nous, on a l'habitude d'informer l'administration fiscale dans la semaine qui suit un départ de France, en recommandé sur les accès sécurisés. Et puis, on va aller chercher toutes les formalités nécessaires qui sont notamment celles de l'inscription au consulat de France du lieu où vous allez résider. Très important, parce qu'à Dubaï et à Abu Dhabi, on a un système un peu long sur l'obtention des visas de résidents, puisque le préalable est souvent la norme, c'est qu'on constitue une société qui va avoir un visa de résidence et c'est au regard de la création de cette société qu'on va pouvoir obtenir le visa de résidence fiscale personnelle. On a des délais un peu longs. J'ai l'habitude de dire à mes clients que je ne suis pas dans l'obligation d'attendre une attestation de résidence fiscale. Par contre, j'attends le visa, quitte à prendre une date rétroactive. Donc, il y a une notion pratique. Il faut faire très attention dans l'obtention du visa de résidence et du mécanisme qui est employé. Donc, là, on voit que lorsqu'on décide de partir à Dubaï ou à Abu Dhabi, on va avoir un sujet d'analyse préalable au regard de votre patrimoine français, que ce soit un patrimoine immobilier ou un patrimoine mobilier, hein, il importe peu, mais même vous pouvez être attrapé dans le cadre de l'article 19.2 si vous n'avez pas de patrimoine en France, mais si vous continuez à avoir une rémunération uniquement en France et pas à Dubaï. Donc, il y a une véritable analyse à faire. On n'a jamais des cas comparables. Nous, on constate en pratique que nos clients, plutôt un peu jeunes, vont fermer leur structure française et après ouvrir une structure dubaïote. Ce n'est pas possible lorsqu'on a une structure ou une PME d'une certaine taille et ce n'est pas non plus la volonté de mes clients. Après, on est aussi dans des cas où des personnes vont à Dubaï pour développer leur activité sur le Moyen-Orient et être une première tête de pont vers l'Asie. Donc, tout ça, il va falloir pouvoir l'expliquer un jour à l'administration fiscale pour démontrer que ce n'est pas une fausse expatriation fiscale ou une expatriation fiscale dans le seul but de contourner l'impôt français tout en demeurant en France. Parce que ça, on le voit. Alors, on le voit un peu moins avec Dubaï qu'avec d'autres pays européens, puisque par définition, à Dubaï, on ne peut pas y aller en voiture. Donc, en synthèse, et avant de regarder les questions qui auraient pu être posées, on a bien un régime extrêmement privilégié à Dubaï, un régime conventionnel extrêmement intéressant, parce que, notamment avec la France, on va enlever tout ce qui concerne les retenues à la source
et l'impôt sur la fortune immobilière dans certaines conditions. Et on voit bien souvent que les conditions sont liées au fait d'avoir aux Émirats arabes unis un patrimoine supérieur à ce que vous avez en France. Et derrière, attention au retour de bâton lié à l'article 19.2. Ce n'est pas parce que vous vivez à Dubaï que on ne va pas considérer que vous pouvez être résident fiscaux français et qu'on va revenir vous chercher. Donc, bien regarder les 3 critères, prendre conseil. Et les 3 critères sont celui du foyer d'habitation, du lieu de la durée de séjour habituelle, ce qu'on va voir, ce qu'on voit souvent, et puis on a le centre des intérêts économiques. C'est vraiment les 3 critères qu'on retrouve au niveau de la résidence fiscale. Donc, une fois que vous aurez fait cette analyse préalable, on ne part pas du jour au lendemain, on analyse si on rentre dans les critères de l'exit tax et donc le dépôt d'un dossier et d'une garantie dans un délai de 3 mois avant le départ de France et un formalisme à respecter, que ce soit vis-à-vis de l'administration fiscale. Alors, quand je dis à respecter, je vais plus loin que le formalisme imposé par l'administration fiscale et l'information de différents organismes. Par exemple, lorsqu'on fait partir des personnes qui sont retraitées, on intervient très rapidement vis-à-vis des caisses de retraite pour leur démontrer la résidence fiscale aux Émirats arabes unis et donc le fait qu'elles doivent cesser les prélèvements à la source. Voilà sur les éléments essentiels dont je voulais vous parler ce matin. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, on a une question. Qu'en est-il pour une expatriation avec un patrimoine important uniquement en crypto-monnaie? Alors, je crois que je dois avoir une question par mail sur les crypto-monnaies et Dubaï par semaine. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, les crypto-monnaies ne rentrent pas dans le cadre de l'exit tax. Et on a donc un certain nombre de personnes qui vont être amenées à se délocaliser pour éviter une imposition. Alors, il n'est pas dit que ça n'évolue pas, mais la crypto-monnaie telle qu'elle est perçue dans notre fiscalité française peut difficilement rentrer dans le cadre de l'exit tax. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, au regard des textes, elle n'y rentre pas. Donc, on a effectivement un certain nombre de départs. Alors, même chose, il y a un certain nombre de précautions à prendre lorsqu'on a de la crypto-monnaie et qu'on souhaite partir, parce que on peut avoir des sujets un peu compliqués après avec la France. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Encore une fois, et d'autant plus lorsqu'on a une fiscalité extrêmement favorable, faire attention, la France ne vous oublie pas. Il faut savoir que la France peut tout à fait vous poser des questions, même en qualité de non-résident, et vous interroger sur différents points fiscaux. Donc, ne pensez pas qu'en partant le 19 novembre, le 20 novembre, vous ne répondrez plus aux questions posées par la France. Vous devez le faire et ces points ont notamment été validés en jurisprudence plusieurs fois par le Conseil d'État. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté au webinaire du cabinet CBA. Puis je vous dis Merci beaucoup.